Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, ces livres aident les enfants à grandir. Le dernier vient de paraître, il s'intitule Pour Lily, invité du grand oral, Marie Desplechin. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité télé, actualité série, Marie-Antoinette sur Canal+, programme évidemment, ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma, elle nous expliquera. C'est pas très bien ce que ça fait dans une récré, mais bon, comment aborder le deuil avec les enfants. Et puis enfin, rendez-vous avec Marie-Olivier pour son cours particulier. Elle tracera pour vous le portrait d'une grande figure de la pédagogie, Ovide de Crolly, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, grand oral. Elle est, vous disais-je, depuis plus de 20 ans, une des plumes les plus quoi, au fond. D'abord, j'ai écrit Sensible, parce qu'elle écrit beaucoup sur les sentiments qu'éprouvent les enfants et les adolescents, mais ces sentiments sont parfois âpres, rugueux, ça frotte, il y a du conflit intérieur. Alors Sensible, ça faisait un peu midinette. J'ai écrit ensuite Plume imaginative, parce qu'elle adore camper des personnages, leur inventer des histoires parfois complètement folles, dont on peut tirer une forme de morale aussi, mais jamais elle ne fait la leçon, et elle moralise encore moins. Alors quoi? Au fond, je me dis que le plus juste, c'est de vous dire qu'elle raconte des histoires qui aident les enfants à grandir. Marie Desplechin est notre invitée. Bonjour Marie. Bonjour. Ça vous va comme définition? Oui, je suis très flattée. Ah bon, d'accord. Un peu impressionnée, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre est là. Non, vous rigolez, j'espère. Invité du Grand Oral, c'est votre 20e, c'est pas votre 20e roman dans la vie, je crois qu'il y en a quasiment une centaine de textes, tout compris, mais c'est le 20e à l'École des loisirs, si j'ai bien compté. Peut-être. Pour Lily, qui vient de sortir, c'est dans la collection 9. J'ai trop la flemme d'être un enfant, c'est trop long. C'est ce que dit à un moment Jérémy, personnage principal de Pour Lily. Est-ce que c'est, de votre point de vue, toute l'ambivalence de l'enfance? C'est à la fois la prison et le paradis, et d'ailleurs, le jour venu, le paradis perdu. Je pense que tout la traverse, parce qu'il y a aussi la nostalgie qu'on voit apparaître chez les enfants très tôt. On peut les voir apparaître avant 5 ans même. La nostalgie du temps où ils étaient bébés, donc ils ont une inscription. Quand j'étais jeune. Exactement. Et aussi chez certains d'entre eux, alors lui, il a la flemme d'être un enfant, parce qu'il y a évidemment des tas d'inconvénients, mais on peut aussi vouloir rester un enfant, vouloir rester bébé, et voir les années passer avec un sentiment de deuil. Donc c'est un des sentiments qui peuvent traverser l'enfance, oui. Et qu'on retrouve dans ce livre. Quand j'écris, dites-vous, j'essaye toujours de penser à l'âge des enfants à qui je m'adresse. Donc là, on est dans la collection 9. Donc on est plutôt pour des enfants moi, je dirais, un poil plus âgés quand même, 9, je pense. 10, oui, ouais, je pense que ça peut être 12, 13 aussi. C'est vraiment... Alors celui-là, il peut, oui, tout à fait. Plus grand. Mais par contre, pourquoi à 7 ans, ce serait trop jeune pour le lire? Parce que ce sont des émotions dont les enfants n'ont pas l'expérience. C'est beaucoup ça. Et dans l'enfance, on a beaucoup besoin de s'identifier aux livres qu'on lit. Alors, il n'y a pas que ça, mais souvent, ça peut être un très bon déclencheur de s'identifier. Mais ça va pour s'identifier, il faut avoir fait l'expérience, il faut avoir trouvé une trace de ce que vous avez vécu. Comment dans ce que vous faites? Vous avez pris des notes de votre enfance à 7 ans, à 9 ans? Non, mais je ne sais pas pourquoi. Je me souviens de cette époque-là de l'enfance. Et moi, je suis incapable d'en faire un pour 4 ou 5 ans, par exemple. Je ne saurais pas faire d'album. Parce J'ai que perdu... vous n'avez pas de souvenirs. J'ai pas la trace des émotions. C'est pas des souvenirs précis, c'est la trace des émotions, la faculté de comprendre, de ressentir en fait. C'est pas se ressouvenir, c'est ressentir ce qui se passe à ce moment-là. Ce qui a fait de moi une éducatrice déplorable. Comment ça? Oui, j'ai malheureusement trop en empathie. Avec vos enfants? Ouais, pour arriver à faire cette distance qui à un moment est nécessaire. Il faut vraiment que je me force pour faire les gros yeux ou pour, Exactement. Ça me demande pas. J'y arrive à la fin, mais c'est pas une chose que je fais avec joie, disons. Ouais, personne ne le fait avec beaucoup de joie, je pense. Si, il y a des gens qui ont l'air d'adorer ça, en fait, de faire le grand, de faire l'adulte, qui est aussi une forme de rôle. Oui. Mais après, on va se marrer dans la chambre quand même, parce qu'on est un peu... Il y a des gens, je pense, ils se marrent jamais dans la chambre. C'est vrai? Oui. C'est parce qu'ils vous ont pas assez lu, ou qu'ils ne vous lisent pas assez à leurs enfants. On vous demande parfois quel est le message de votre livre, et vous dites, moi, je sais pas quoi répondre, j'ai pas de message. A priori, quand j'écris, j'ai pas de message. Pour Lily, il y a peut-être pas de message, mais on s'inscrit quand même dans un contexte qui est assez actuel aujourd'hui, qui est celui du harcèlement. Alors, vous pouvez dire ça, mais c'est marrant, je ne le pense pas du tout en l'écrivant. J'avais eu la même chose pour Mauve, qui est un livre qui parlait aussi de violences exercées par des enfants sur d'autres enfants. Mais le mot ne m'a même pas traversé l'esprit. Il est écrit. Oui, il est écrit. Ne regardez pas comme ça. Je vais retrouver la page. Non, c'est vrai. Mais c'est un truc qui est plus simple et qui est lié à l'écriture. C'est qu'en fait, quand j'écris un livre, ça se traduit dans un univers enfantin, mais ce sont des émotions qui me traversent à ce moment-là. Et ce sont des émotions que je sais que je peux partager ou qui peuvent... Voilà. Et dans ce cas-là, j'étais dans une situation dans ma vie, donc je ne vais pas vous détailler, où j'étais saisie d'un très grand désir de vengeance.
Voilà, je pensais que j'étais agressée, je pensais qu'il fallait que je me défende, je pensais... Et donc, cette question, elle se pose souvent, c'est est-ce que vous répondez ou est-ce que vous répondez pas ? Ça peut être même au niveau de la réponse orale. Hein. Est-ce que vous renvoyez ce qu'on... C'est les oiseaux noirs et les oiseaux blancs, cette si jolie fable. Est-ce que vous renvoyez l'oiseau noir ou est-ce que vous... Et en fait, comme j'avais cette question, elle s'est inscrite, et je m'en suis rendu compte après. C'est pas consciemment que ça vient s'inscrire dans ce que vous écrivez. Et c'est peut-être pour ça que le livre est juste à partir d'un sentiment à vous. Oui, voilà, absolument. C'est parce que vous êtes traversé par l'émotion. C'est cette fois Lily qui parle, la Lily évidemment, qui est la dédicataire du titre quelque part. Les mots, dit-elle, c'est des promesses. Une promesse, ça engage. Vous pensez, on se sauve par les mots ? Ah bah bien sûr. Ouais. Alors là, si je disais pas ça, je serais vraiment à côté de mes pompes, disons. Ouais. Ah oui, évidemment. En fait, il y a quelqu'un contre qui Marie Desplechin voulait se venger, qui a été sauvé par les mots, puisqu'il y a un livre à la place, et donc avec un peu de chance, cette personne est toujours en vie. C'est moi que j'ai sauvé. Et c'est soi qu'on sauve au départ. Bien sûr. Vous aimez aussi, alors quand même, ça s'inscrit dans une série, Quartier Sensible, qui est discontinue. C'est-à-dire que vous aimez les séries, en fait. Vous avez fait plein de séries. Mais c'est-à-dire que les livres... Il y a évidemment Pomme. Alors moi, je ne les ai pas tous, hein, parce que tous vos bouquins, c'est pas possible. Mais on a Verte, qui fonctionnait avec Pomme et Mauve. La Capucine, si mes souvenirs sont bons, Les filles du siècle, il doit y avoir Séraphine dedans. Oui, c'est ça, voilà. Grenadine. Oui, exactement. Et alors, ce sont des séries qui s'inscrivent sur des temps très très longs. C'est-à-dire, une personne peut avoir lu un livre et faire lire le 3e à son enfant. Mais c'est ça, exactement. Ah oui. Ben oui, mais c'est parce qu'ils sont tous dans un même esprit. Ces trois-là, ils sont écrits autour de 3 quartiers d'Amiens, où j'avais rencontré des groupes d'enfants qui m'avaient vraiment marqué. Alors, il n'y avait pas que les enfants qui m'avaient marqué, il y avait les lieux. Il y a une architecture vraiment particulière et je suis très très sensible aux lieux des villes, à l'architecture et surtout à l'urbanisme. Et donc ils vont ensemble, en fait. Je pense qu'ils se ressemblent vraiment dans le propos, dans ce qu'ils racontent, dans l'idée de précéder les liens, dans la violence. Vous vous le dites après, en fait. Vous écrivez le bouquin et après vous vous dites, tiens, finalement, ça rentre dans Quartier Sensible. C'est comme Balzac qui écrit 10 romans, puis qui à la fin se dit, tiens, je vais faire une préface, ça va s'appeler La Comédie humaine, quoi. Vous êtes sympa, oui, je vous ai comparé avec Balzac. Oui, c'est ça. On va bien s'entendre jusqu'à la fin de l'émission. Ça n'engage que vous. Ouais, je m'engage totalement. Si on écrit... C'est la comtesse de Ségur, dont Mauriac disait, c'est le Balzac des petits-enfants. Ah ben voilà, donc j'ai bien le droit de faire du Mauriac. Si on écrit pour les enfants, il faut avoir gardé, pour de mauvaises raisons, ce lien relativement efficace avec l'enfance. On peut s'adresser à différents âges, c'est pas le même travail, car c'est pas la même enfance. Vous gardez un lien avec une certaine période de l'enfance. J'ai ce truc-là, je vous cite dans une interview que vous avez donnée récemment. On va continuer à en parler, évidemment, de tout cela, de votre enfance éventuellement. Mais ce sera après l'Anti-Sèche, Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne à l'école ou dans les programmes scolaires. Et là, l'actu, c'est cette nouvelle série diffusée en ce moment même sur Canal+, Marie-Antoinette, série qui raconte donc la vie et le destin hors du commun de la dernière reine de France. Et oui, et dans cette première saison, on se plonge dans la jeunesse de Marie-Antoinette lorsqu'elle arrive à Versailles à l'âge de 14 ans. C'est d'ailleurs assez fascinant parce c'est une partie de sa vie qu'on connaît un peu moins, étant donné son destin tragique et tout ce qui s'est passé pour elle lors de la Révolution française. Donc dans cette chronique, c'est à cette partie de sa vie que je vais m'intéresser. Et c'est pas seulement d'ailleurs une histoire personnelle, c'est toute l'histoire de la cour de Versailles, ses coutumes, son étiquette extrêmement stricte que cette première saison permet de comprendre. Elle a commencé donc par son arrivée à Versaï, fruit d'une alliance diplomatique. Je crois même que Sofia Coppola a commencé son Marie-Antoinette cinématographique comme ça. Oui, alors là, elle est donc destinée, Marie-Antoinette, à épouser le jeune Louis XVI, l'héritier du trône de France, le petit-fils de Louis XV. Et c'est une alliance diplomatique, effectivement, qui vise à rapprocher les maisons de France et d'Autriche face à la Prusse et la Grande-Bretagne. Et cette jeune fille qui a un destin tout tracé va avoir un petit peu de mal à s'habituer au faste de Versailles. Mais oui, dès l'épisode 1 de la série, on voit la difficulté que c'est pour Marie-Antoinette d'arriver à Versailles, elle qui a passé une enfance assez douce et joyeuse en Autriche, où l'étiquette et la cour étaient beaucoup moins strictes qu'en France. Là, elle se retrouve propulsée dans cette famille royale française, plutôt froide, à l'étiquette millimétrée. Et au-delà des faits historiques, je conseille vraiment la série aux lycéens qui s'intéresseraient à ce sujet et à cette période de l'histoire, parce que pour voir dans quel état d'esprit peut se trouver une toute jeune fille de 14 ans qui perd tous ses repères, change de pays, de langue, de culture. Je veux dire qu'elle arrive en France le 7 mai 1771 et moins de 10 jours plus tard, elle épouse Louis XVI. Mais oui, ça aussi c'est complètement dingue. Ils ont tous les deux 14 ans et même si c'est pas un âge indécent pour se marier à cette époque, c'est même normal. Encore une fois, nos yeux de téléspectateurs de 2022 voient comme c'est étrange d'épouser un homme qu'on ne connaît pas du tout. Surtout que les relations entre les deux jeunes mariés ne seront pas simples du tout. Leur mariage ne sera consommé que 7 ans après la noce. Bon, ce qui, vu son âge au départ, moi, me choque pas spécialement. Hein. Oui, mais ce qui pour l'époque est complètement dingue. Et voilà, c'est autour
de ça que se construit toute l'intrigue de cette première saison. Et d'ailleurs, dans les lettres qu'écrit la mère de Marie-Antoinette à sa fille, c'est le sujet principal. « Tu dois accomplir ton devoir, ma fille, lui dit-elle, et ce devoir, c'est de donner un héritier mâle pour le trône de France. Sans ça, c'est comme si l'alliance diplomatique ne servait à rien. » Et donc, autour de cette intrigue, on découvre, vous y insistez beaucoup, toute la vie à Versailles. Mais oui, la future reine ne partage pas la couche de son mari. La cour de Versailles ne parle que de ça. C'est comme si aujourd'hui, ça faisait la une autant du Monde que de Closer. La cour sera absolument impitoyable envers Marie-Antoinette, et ce, toute sa vie. Elle ne sera jamais acceptée. Et ça sera toujours considéré comme... Elle sera l'autrichienne, l'étrangère. Et dans la série, on voit également la personnalité de Louis XV, roi qui adorait les femmes. Je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. On a tout révisé, qui a régné très longtemps, Louis XV. Exactement. 65 ans. Presque, bravo. Non, je sais, sûrement. 65 ans, je me souviens plus du chiffre exact. C'est elle qui m'a fait le cours l'autre jour. Mais vous connaissez mieux les chroniques que moi. Donc voilà, et roi qui avait donc été critiqué pour l'influence qu'avaient les femmes sur lui. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Sa favorite du moment, c'est la comtesse du Barry. Et Marie-Antoinette la déteste. Les deux femmes ne s'entendront jamais. C'est donc dans ce contexte que se passent les premières années de la vie de Marie-Antoinette à Versailles. Ensuite, la jeune reine ne cessera d'affirmer son style. On découvrira son goût un peu trop prononcé pour les bijoux et les vêtements, avec des robes brodées au fil d'argent, par exemple, chose qui lui sera reprochée pendant la Révolution française. Donc voilà, je vous propose de m'arrêter là. Je vous raconte la suite de son histoire dans une prochaine chronique, mais je trouvais que ça méritait bien un petit focus sur sa jeunesse qu'on connaît peu finalement. Et d'ailleurs, il y a une saison 2 qui est en cours d'écriture. Ça sera, là, on sera vraiment dans la période de la Révolution française pour Marie-Antoinette. Alors n'importe quoi quand même, pas vous, hein. Mais il a été dauphin de France pendant 8 ans, 17 ans roi de France et de Navarre et roi des Français pendant 1 an et 8 jours, Louis XV. C'est Louis XVI, ça. Oui, je me trompe. Non, il a régné longtemps. Non, mais ouais, on est d'accord. Bon, allez, on vous dira ça tout à l'heure. Non, mais c'est ça, là, je vous ai donné les dates de Louis XIV. C'est pas grave. On les aura tous fait, 14, 15 et 16. Voilà. On se retrouve pour la récré ? Tout à fait. Super. À tout de suite, Emma. On retrouve pour l'instant Marie Desplechin. Pour Lily, c'est le titre du nouveau roman de Marie Desplechin à l'école des loisirs dans la collection 9, une histoire de rencontre entre deux enfants à vif, Jérémy, orphelin de père, qui peine à juguler la violence qui l'envahit face à l'injustice, et Lily, qui est à la fois solide comme un roc et fragile comme une brindille, et qui doit gérer une mère qui souffre d'une maladie mentale. Et puis il y a une toile de fond qui est aussi un personnage, je trouve, du texte, qui est le collège. Oui, ça fonctionne comme des personnages, oui, le collège et puis aussi la ville elle-même. Hein. Voilà, exactement, le collège et la ville. Avec la passerelle, avec le cimetière, au basket, le cimetière, bien sûr. Vous en avez des souvenirs contrastés, vous, de l'école ? Ah oui, enfin moi c'était vraiment pas bien. Et c'était pas bien. Déjà, vous arrivez à 4 ans, vous savez lire. Oui, c'est ça. Et on va vous punir de ça. Ah oui, parce qu'on s'ennuie, en fait. Donc, on regarde dehors et on pense qu'on sait tout, alors que, bon, on ne sait pas tout et on attend que ça se passe, quoi. Moi, j'ai l'impression que je sais mieux que quiconque ce que c'est que de s'ennuyer et d'avoir la sensation qu'on va mourir avant que ça s'arrête, quoi. C'est horrible, c'est répété tous les jours. Et alors, pour ça, on vous punit ? Oui, j'étais punie. Quelque part, on vous punit de savoir lire. Hein. Bah oui, parce qu'il fallait toujours être au niveau des autres, en fait. C'est un des problèmes, je trouve, dans l'école, c'est que il n'y a pas un niveau. Donc il fallait suivre des yeux pendant des heures le texte que les autres ahuris n'arrivaient pas à donner. Et moi, j'avais lu le bouquin quand on donnait les bouquins. Petit message pour les camarades de classe de Marie Desplechin. Non, mais après tout le monde y arrive grosso modo. Donc en fait, personne n'est plus bête au résultat. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'y est pas tous au même moment, quoi. Et c'était absurde. Non, mais moi, j'ai été sauvée par mon CM2, hein, je le répète. Madame Bignon, vous avez parlé de Madame Bignon. Ah bah oui. Ouais, c'est la plus grande reconnaissance de ma vie, Madame Bignon. Je suis arrivée dans une école où personne... Enfin, il y avait encore des fessées déculottées, moi. Hein, c'était les années 60, c'était quand même assez violent. Il y avait beaucoup de travail le soir, c'était très contraignant, c'était très noté, c'était classé. Et complètement par hasard, il y a une nouvelle institut qui arrive dans l'école. Miracle, je tombe dessus. Et elle applique une pédagogie freinée qu'elle a appliquée 1 an. Et à ce moment-là, ça avait vraiment les portes du paradis. Et je voulais même plus aller en récré. Je voulais rester à côté d'elle. J'avais inventé de faire de la broderie pour avoir un travail à faire en permanence. Non, c'est la broderie. J'ai pas terminé. Ouais, on chantait tous les jours, on faisait de la gym tous les jours, on faisait tous les projets en groupe et on travaillait tout le temps. On avait fait un livre, on avait fait un livre de photos, on sortait sans arrêt, on avait fait de l'histoire. Mais je me souviens très précisément de toute cette année. Je me souviens même des chansons qu'on chantait. Ça a été une année. Alors toutes les autres petites filles, je vais pas vous la chanter. C'était un extrait de La Dame de Pique, par exemple, qui est Je sens mon cœur qui bat, je ne sais pas pourquoi. C'était super joli. Je vais pas de la musique comme l'opéra. Oui. Ah oui, carrément. Oui, c'est ça. Je comprends que vous lanciez pas. Et alors, on le faisait avec la radio, figurez-vous. Il y avait des émissions à la radio
qui était régulière et donc qui était disponible pour les enseignants et ils pouvaient chanter avec les enfants. Ouais, c'est aussi les grandes années de la radio scolaire. Exactement, mais c'était super bien. Et donc c'est aussi ce truc de la gym, tous les jours, c'est bien aussi. Et alors, toutes les autres petites filles de l'école nous regardaient comme des pestiférés en disant « Mais vous allez arriver en 6e, vous serez nuls, on sait bien, vous n'avez pas de travail le soir, vous ne faites rien, gna. On est arrivé en 6e, on était très bien, évidemment. Et vous avez cartonné. Évidemment, bah ouais. Il y avait quand même une légère pression sur les études dans votre famille. Vous êtes à la fois dans un paysage, je vais essayer de le résumer vite, mais dans hyper joyeux, d'échanges, des cousins, des cousines, d'une vie intellectuelle, des artistes, des savants, enfin bon voilà, comme une jeunesse qui est très 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 nourrie, et en même temps une famille qui vous dit, je cite, vous n'aurez pas d'héritage, mais vous ferez des études. Ben moi, mes deux parents, ils ont été floués de leurs études. Ma mère, elle est allée bosser à 15 ans, son père était mort, il fallait ramener un salaire. Et mon père, s'il ne voulait pas être ingénieur, ses parents ne voulaient pas payer d'études, donc il a été bosser. C'était les années 50, il y avait du boulot pour tout le monde. Il a été représentant, comme tous les papas à l'époque étaient représentants. Donc voilà, et ma mère, elle a bossé jusqu'à ma naissance à 27 ans, et elle a recommencé à bosser. Elle a passé son bac en même temps que moi. Et elle a recommencé à travailler après. Donc en fait, ce qu'il nous disait, il y avait cette pression, c'était jamais dit. C'est-à-dire, ils surveillaient pas les bulletins, ils nous engueulaient pas. C'était pas une pression. Enfin, vous l'aviez quand même derrière. Vous l'aviez on savait qu'il y avait intériorisé. intérêt. Ah bah c'était clair, hein. C'était clair. C'était que cette chance. Ma mère, je revois ma mère dans la cuisine qui me disait « Mais vous avez tellement de chance de faire du latin » avec un air de reproche. Ouais. Et on se disait, on peut pas. D'ailleurs, ça a marché, hein. On ne peut pas réussir, en fait. On ne peut pas ne pas combler ce truc-là, ce désir-là. Eh ben, on l'a comblé. Après, vous rêvez de devenir médecin psychiatre, physicienne, institutrice. Sauf que vous dites, j'aurais jamais pu lâcher les enfants maltraités chez eux à 4h30, je les aurais kidnappés. Ouais. Vous tâtez du journalisme, que vous, d'ailleurs, vous continuez à en faire, à écrire dans les journaux, mais en tout cas, vous faites le CFJ. Et finalement, comment vous vient le premier texte ? J'ai toujours écrit comme les gosses écrivent aujourd'hui, hein, ça m'a toujours plu, c'est vraiment un truc génial, on peut écrire toutes sortes de choses, j'ai fait des journaux de classe très très vite et tout fait. Comment c'est venu d'écrire sans doute j'avais envie d'écrire, mais c'était pas formulé, je veux être écrivain, je veux ci, je veux ça, c'était pas du tout un En fait, vous avez social. écrit. J'ai écrit, oui. Et à un moment, je voulais faire un livre, il fallait avoir un peu de temps. Et donc ça m'est venu, je pense, assez tard, hein, quand même. Je devais avoir 34 ans, la parution du premier livre pour enfants. Mais voilà, j'ai fini par... Si tard que ça, et puis ça a été bien, vous avez bien rattrapé le temps. Si tant est que le temps était perdu, vous l'avez bien rattrapé. Oui, c'est vrai. C'est très bientôt le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Alors on vous parle pas mal littérature jeunesse en ce moment dans la quotidienne. La semaine dernière, il y avait Marc Boutavant, lauréat de la Grande Ourse 2022, la récompense du Salon. Aujourd'hui, Marie Desplechin qui avait reçu cette Grande Ourse en 2020. On la retrouve, Marie, juste après la récré. La récré, c'est avec Emma. Emma, Oui. une heure de la récré qui part d'une situation pas forcément extrêmement amusante, mais c'est nécessaire. On va voir avec vous comment aborder le deuil avec les enfants. Mais oui, parce que la mort, c'est un sujet omniprésent pourtant dans notre société, mais tabou, j'allais dire même chez les adultes, mais en fait surtout chez les adultes. Accepter qu'on va mourir, c'est pas simple du tout. Et alors quand votre enfant commence à vous poser des questions en tant que parent, on ne sait pas forcément comment bien aborder la chose. Que nous disent les psychologues? La seule chose qui peut faire du mal à un enfant, c'est de ne pas lui parler ou de lui mentir. Alors bien sûr, on le fait avec des mots appropriés, parce que quand on est petit, on ne comprend pas forcément le concept de « pour toujours » ou « plus jamais ». Donc la mort comme quelque chose de définitif, l'enfant ne l'intégrera pas forcément. Mais en tout cas, éviter de parler de la mort, c'est pas la solution. Voilà. Et les spécialistes conseillent de toujours répondre à son enfant, voire même d'engager la conversation quand la mort apparaît dans un dessin animé ou dans l'actualité, par exemple. Et à l'école, on en parle? Alors j'ai trouvé un article dans Pomme d'Api, aux éditions Bayard, par exemple, où une prof de CP explique que le sujet de la mort est arrivé un matin dans la classe et que les petits ont préféré ne pas aller en récré et parler de ça avec la maîtresse. Et en fait, c'est comme ça que vous avez eu l'idée. J'ai lu ça et en fait, c'est pas vraiment des questions qu'ils posaient, mais ils avaient plutôt besoin de parler de la mort et de comment ça pouvait les toucher personnellement dans leur famille. Et un petit dit à la prof, c'est triste de parler de ça, mais ça fait du bien parce qu'on n'ose pas en parler à nos parents. Donc on répond clairement aux questions des enfants parce qu'ils de toute façon ils sentent absolument tout. Oui, ils sentent absolument tout. Et alors pour les plus grands, j'ai un jeu vidéo à vous proposer, un jeu signé Arte France, ça s'appelle How to say goodbye, comment dire au revoir, adieu. Alors un jeu sur le deuil, c'était risqué, mais le pari est réussi parce que les créateurs du jeu, Florian Veltman et Baptiste Portefait, se sont inspirés de livres pour enfants, comme Le Petit Prince par exemple. Donc c'est très poétique, on peut choisir de personnifier son personnage ou pas. C'est un jeu qui s'adapte
s'adapte aux joueurs. On prend vraiment le temps d'accepter le départ d'un proche et c'est vraiment super bien fait. Vous pouvez aller sur le site d'Arte pour le télécharger. Et donc, pendant la récré, on peut rester avec la maîtresse pour parler de la mort. On peut faire de la broderie parce que finalement, on est content. On peut aussi lire, je crois que vous aviez un joli conseil de lecture à donner d'un livre d'Olivier de Solmignac sur le deuil. À propos de la mort, c'est un des plus beaux livres que j'ai lus. Alors, c'est un livre qui est dans la collection Mouche de l'École des loisirs, donc il s'adresse aux plus jeunes, mais moi je l'ai pris comme adulte, c'est vrai, et qui s'appelle C'est quoi mort ? Et je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans ce livre, parce que tout repose sur, il va répondre à cette question d'une manière que vous n'oublierez jamais, qui est géniale. En plus, c'est merveilleusement écrit. Et il est formidable, Olivier de Solmignac, on peut le saluer. Il est vraiment très très fort. Très bel écrivain. Merci beaucoup, Emma. Merci. Et on se retrouve dans quelques secondes avec Marie Desplechin, quand on aura la suite. Des romans pour les jeunes, des romans pour les adultes, des scénarios, des ouvrages collectifs, au total une centaine de livres, dont le dernier pour Lily à l'École des loisirs dans la collection 9. Marie Desplechin est l'invitée du Grand Oral. Je rebondis sur la chronique d'Emma à propos du deuil. C'est assez central pour Lily. La façon dont Jérémy, votre personnage, métabolise ou pas la disparition de son père, qu'il a à peine connu, en tout cas dont il a peu de souvenirs, puisqu'il est mort quand il avait 2 ans. Voilà. Et surtout, sa mère refuse de lui en parler. C'est ça, voilà. On est en plein dans ce que racontait. On est en plein dans ce que racontait. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, comme il n'a pas les éléments, et vous parliez tout à l'heure des mots, de l'importance des mots, comme les mots ne sont pas échangés, il reste quoi ? Il reste le corps, il reste la violence, celle qu'on retourne contre soi, et qui est complètement parallèle avec celle qu'on exerce vers l'extérieur. Et en fait, lui va faire les deux. Dans les autres thématiques qui traversent le bouquin, il y en a une qui c'est pas uniquement pour Lily dans votre œuvre, mais c'est autour de la justice, de l'égalité. Alors, notamment, Lily et Jérémy échangent des espèces de serments on est égaux, et ils se l'écrivent. Alors, vous en profitez quand même au passage pour aligner un petit peu l'école en disant que c'est un peu que de la gueule, quoi. Enfin, qu'il parle beaucoup de déclaration des droits de l'homme, mais que c'est pas très égalitaire. Je pense que tout le monde est au courant que l'école française est la plus inégalitaire. Ah, ça y est, quand même, on aura attendu 20 minutes. Allez, on y va à Paris. Se retrouver derrière les États-Unis, c'est quand même une plaisanterie. Ouais. Donc en fait, c'est pas grave, parce que c'est bien, quand on part de très bas, on peut s'améliorer. Mais il faut arrêter de dire qu'elle est égalitaire. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir réfléchir ensemble aux moyens de faire quelque chose qui marche mieux. Parce que là, franchement, d'expérience, en voyant grandir des générations d'enfants que j'ai dans les pattes, ça marche pas du tout. Pour l'égalité, je veux pas dire que ça marche pas du tout. Encore une fois, je ne peux pas mettre en cause le travail des enseignants qui sont sur le terrain. Il y a toujours des Madame Mignon. Il y a toujours des Madame Mignon, voilà. Ou des Messieurs Mignon, ne soyons pas sexistes. Voilà. Mais pour vos enfants, ça n'a pas mieux marché que pour vous. Enfin, ça a été aussi compliqué. C'est-à-dire que moi, évidemment, j'ai surinvesti ce truc-là dans la position complètement clivée à la fois me dire, comme je ne vais pas le déscolariser, il faut bien que je lui dise d'y aller et de se comporter correctement, et à la fois le fait d'être en fureur contre un certain nombre des choses qui se passaient tout le temps, donc c'est compliqué. Et après, j'ai vu grandir des adolescentes autour de moi, dont une qui vit chez moi maintenant, et alors qu'elle était absolument ascolaire et qui vient d'un milieu social a priori, je sais pas comment dire, assigné à pas du tout réussir socialement. Et là, franchement, le collège, mais quel massacre! Et alors, grâce à Dieu, je continue ma petite histoire, et grâce à Dieu, elle est rentrée en lycée professionnel. On a trouvé un truc, je ne sais pas si le métier lui plaît, mais peu importe, on verra ça après. Mais franchement, voir quelqu'un qui a été humilié pendant 4 ans, qui s'est fâché pendant 4 ans, pour qui ça a été terrible, et terrible de le vivre avec elle, en fait, qui revient en disant « Regarde, j'ai eu 17, tu sais combien j'ai eu aujourd'hui ? J'ai eu 19 », qui est délégué de classe, qui est délégué au conseil d'administration de l'école. Mais c'est merveilleux, et donc les enseignants qui portent les enfants, qu'à un moment on lui dise mais t'es pas juste le déchet de l'école, va te faire tester, des choses vraiment brisantes, quoi. Et je crois vraiment que les filières professionnelles ou des filières, c'est magique pour ces enfants-là, et ils devraient avoir des moyens plus tôt pour empêcher la machine de broyer trop les gosses, qu'ils arrivent en 3e en ayant perdu absolument toute confiance et en eux et dans le système. Donc je me dis, déjà qu'elles retrouvent confiance dans le système. C'est juste énorme. Alors là, c'est merveilleux. Ce qui les sauve aussi, c'est la bande, c'est les copains, les copines. Alors ça, dans la vraie vie, mais dans vos livres, c'est quand même un truc énorme aussi, ça. Ça, c'est sûr que ce qui vous sauve, on le sait tous, grand, petit, dans la vie, c'est les gens que vous rencontrez. C'est les gens qu'on aime. Voilà. C'est l'amour, au fond. Ils vous aiment. Et évidemment, c'est l'amour. Vous parliez, Marie Desplechin, de Freinet, de Madame Bignon, qui faisait du Freinet. Nous, on a déjà parlé de Montessori, de Freinet. On va parler de Crowley, si vous voulez bien. C'est un autre grand nom de la pédagogie. Ça vous fait plaisir, hein ? Ah oui, j'adore. Alors, c'est Marie qui va arriver. Emma, merci beaucoup. Marie-Olivier, le cours particulier.
Le cours particulier de Marie-Olivier, on explore des pédagogies. Alors j'hésite toujours à dire alternative ou en nouvelle, certainement pas, parce que Freinet-Montessori, ça date pas d'aujourd'hui, mais en tout cas, devant dire non dominante. Et après Montessori et Freinet, justement, Marie, vous allez explorer aujourd'hui un autre type de pédagogie active, la pédagogie de Crolly. Bonjour d'abord, je ne vous ai même pas dit bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous allez bien? Ça va et vous? Super, de Crolly. Ouais, Ovide de Crolly. Tout à fait. Alors comme Freinet, de Crolly fait partie du mouvement de l'éducation nouvelle, courant pédagogique qui encourage le principe d'une participation active de l'enfant ou de l'étudiant dans son propre apprentissage. On rappelle pour celles et ceux qui auraient manqué les épisodes précédents que l'apprentissage, là, n'est pas synonyme d'accumulation de connaissances, mais plutôt de progrès global. Oui, c'est ça. Des têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines, en somme, en développant la curiosité de l'enfant ou en activant ses centres d'intérêt, par exemple. Et la théorie et les pratiques de De Crolly partent du principe que l'enfant est un être global et que l'école doit être un lieu de vie qui les aide à grandir et à développer leur potentiel. On va se situer dans l'époque. De Crolly, on est à la fin du 19e siècle, en Belgique, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ovide de Crolly, c'est un médecin, un éducateur et un neuropsychologue belge. Et aux alentours de 1900, il se spécialise dans la santé mentale d'enfants qu'il appelle lui-même irréguliers. Donc en fait, c'est des enfants qui sont handicapés et mutiques qui l'accompagnent. Et là, il dresse un constat sans appel. Le système scolaire est complètement inadapté. C'est pas Marie Desplechin qui le contredira, mais alors lui, quand il dit inadapté, qu'est-ce qu'il entend par là? En fait, l'école ne peut pas accueillir convenablement ces enfants. Ces enfants dits irréguliers doivent s'adapter au système scolaire, mais en fait, ils n'en sont pas capables. Et donc, pour De Crolly, c'est vraiment une aberration. Et ça cause une grande souffrance chez ces enfants. Et pour lui, en fait, c'est un signe de rejet de l'éducation traditionnelle envers ces enfants. En fait, selon De Crolly, le système scolaire devrait pouvoir s'adapter à chaque enfant. C'est une critique qui s'adresse d'abord à son propre pays, à l'école belge. L'école qui, d'ailleurs, à l'époque, n'est même pas obligatoire encore. C'est vrai, en fait, l'école devient obligatoire faut dire en France, en 1914. Oui, voilà. Ouais. Et en fait, De Crolly ne fait pas que critiquer le système, il construit une réflexion profonde, voire un projet politique autour d'une réforme de l'éducation. C'est à ce moment-là qu'il fonde, avec Maria Montessori, Dewey et les autres, la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle. Avec cette idée que l'école, elle doit être pour tous et pas seulement pour une élite. Oui, c'est ça, il souhaite vraiment que l'école soit adaptée à tous et pas seulement à une élite, comme vous dites. Pour cela, il observe les enfants, il effectue vraiment un travail scientifique avec des observations, il prend des notes, etc., en montant des expériences. Par exemple, il met en place des actions qui permettent aux élèves de s'émanciper ou de gagner en responsabilité, en s'appuyant sur leur plaisir d'apprendre. Et à l'époque, c'est assez révolutionnaire. Des fermes écoles aussi, je crois, des fermes comme des fermes agricoles, quoi. Exactement. C'est en fait le décloisonnement est l'un des grands principes de la pédagogie. Donc en fait, il mélange les classes pour accroître la coopération. Il incite à la pédagogie de projet aussi, plutôt que dans des matières traditionnelles figées et spécifiques. Les enfants, même jeunes, sont aussi incités à participer et à présenter à l'oral, beaucoup. Donc les mots-clés qu'on retient, coopération, curiosité. Oui. Égalité aussi. Égalité. Entre les genres et entre les âges. Et on insiste aussi beaucoup sur l'expérience. Son école se veut, je cite, « par la vie et pour la vie ». Donc pour cela, De Crolly invite vraiment l'enfant à s'immerger dans son environnement, à ne pas rester dans la classe, mais à investir vraiment l'extérieur de la classe. Et le rapport à la nature est important. Il incite aussi à fabriquer avec ses mains, à manipuler des objets, etc. Et là, on a vu plein de traces déjà dans des cours particuliers précédents, parce que ça a fait des petits, la pédagogie de Crolly. Et oui, tout à fait. Ça rappelle pas mal de pédagogies qu'on a explorées. De Crolly, comme Freinet ou Montessori, en fait, a inspiré de nombreuses pédagogies et même de nombreux systèmes éducatifs, comme la Finlande, qui est un des systèmes modèles qu'on cite beaucoup au niveau mondial et qui s'est vraiment inspiré de ces méthodes-là. En France, les écoles de Crolly existent aussi. Elles font partie du système scolaire français, mais fonctionnent un peu comme si elles étaient hors contrat. C'est-à-dire ? En fait, par exemple, l'école et le collège public de Crolly à Saint-Mandé, oui, c'est ça, voilà, qui est un des plus connus, fonctionnent avec des modules qui réunissent des niveaux différents. Donc, par exemple, les élèves de la classe de 5e vont aller dans un cours de maths de 4e avec des élèves de 4e. Donc, ça incite encore une fois à la coopération et l'apprentissage entre niveaux. D'accord, donc on va dire en contrat, c'est au sens de l'organisation, il y a une liberté totale d'organisation. Ils font des projets aussi. Ils ont un projet commun à l'école chaque année, ils y travaillent une fois par semaine. Et les élèves ne sont pas notés. Alors, parfois, ils tutoient les enseignants, donc ça demande une petite adaptation quand ils arrivent au lycée. Mais on note vraiment chez eux une grande curiosité, une capacité d'ouverture et aussi un esprit critique qui est en général très aiguisé. Merci beaucoup, Marie. Ça, c'est des pédagogies qui vous plaisent quand même. C'est pas qu'elles me plaisent, c'est qu'elles marchent. Les gens sont heureux. Quand vous voyez le pourcentage de gosses et de profs malheureux en France, je pense que c'est 78% pour les profs, et alors pour les élèves, ça dépasse encore. Donc, et Freinet, il ouvre son école en 1935. Montessori, c'est le début du siècle. De Crolly, c'est assez ancien aussi. Qu'est-ce qui se passe chez nous pour qu'on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit possible en Finlande? Qu'est-ce qu'il y a en France pour que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il y a, Marie, en France? Mais j'en sais rien. Ça, j'aimerais beaucoup le savoir, mais je ne sais pas. Ça doit être multifactoriel. C'est là que ça nous aurait pu nous emmener vers la politique? Oui, je ne pense pas que ce soit l'objet de... Non, mais enfin, au fond, c'est ça la réponse. C'est ça que...
C'est un projet de société, c'est un projet global. Oui, c'est ça, voilà. Et ce serait plutôt sociologique d'ailleurs, puisque la France disons, ou les Français, ou je ne sais pas, cette espèce de communauté qui partage cette langue, elle a beaucoup de mal à bouger sur des questions sociétales ou à renoncer à une certaine idée qu'elle se fait d'elle-même. Elle a un vieux fond, on pourrait dire, réactionnaire, et elle le paie très cher. Pour Lily, là, il n'y a pas de vieux fond. Enfin, si, certains personnages d'ailleurs, mais pas tous, Dieu merci. Et vous les sauvez pour Lily dans la collection La série Quartier Sensible, illustrée par Olivier Balès, je ne l'ai pas dit, c'est dans la collection 9 de l'École des loisirs. Le 20e ouvrage à l'École des loisirs, si j'ai bien compté, parce que j'ai compté un petit peu vite et moi, les maths, c'est pas mon truc. Et puis vous relisez, je parle vite parce qu'on a quasiment terminé, tout Marie Desplechin, évidemment, le journal d'Aurore, Pomme verte mauve, c'était absolument formidable. La Capucine, j'ai pas montré Séraphine parce que je l'avais rapporté à la maison pour le lire. On n'a pas parlé de plein de trucs, votre passion pour le 19e siècle, etc. Faudra revenir, d'accord? Si vous voulez, allez, super. Marie Desplechin, merci. Marie-Olivier, merci aussi à toute l'équipe au maquillage, Laure Audemont. Marine Plantec pour la préparation de l'émission, elle est en régie aujourd'hui, assistée par Roxane Sarfati. Thibaut Goury-Lafont pour le son, Elisa Bernardo pour la réalisation. Vous restez évidemment sur School TV et nous, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.